Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR, ma vidéo, ma rubrique sur le jeu de rôle. Et je suis avec le joueur Jean, donc Jean, salut. Bonjour à tous, c'est moi, Josué. Voilà. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que on va parler de la fortune et la chance numéro 2. Donc on avait déjà fait une fortune et la chance 1 qui est disponible sur la chaîne, donc allez-y. Mais par contre, la fortune et la chance 2, là, on a fait on avait déjà fait une prise il y a longtemps, mais on a décidé de la refaire, puisque le but, il était, en fait, la vidéo, elle était un peu salée, autant de mon côté que du sien. Donc, ce qu'on a décidé, en tout cas, ce qu'on a décidé de faire, c'est de refaire cette vidéo, parce que pour moi, les Ginji DR, c'est une vocation avant tout d'être pédagogique plutôt que de taper sur les doigts. On laisse l'apporteur holistique pour ça. En tout cas, dans la vaste majorité du temps. Cette fois-ci, on va parler de la fortune et de la chance numéro 2. Et on va essayer d'expliquer la notion de fortune, la notion de chance. Si on veut, on pourra parler du hasard. Voilà. Après, bon, il y aura toujours 2-3 mathématiciens, des gens qui font de la probabilité, que de dire, ah là là, oui, le hasard peut ne pas exister dans les dés, gna gna gna, nonobstant le lancer de dés. À part au moindre lancer physique suspect, les gens se font griller, les gens sont pas cons. Hein. Parce que les gens qui trichent avec les dés, ils trichent mal. N'est-ce pas, Josué? Effectivement. Parce que quand je dis n'est-ce pas, Josué, c'est pas qu'il a triché, sinon il serait déjà banni de ma tablée. Non, c'est parce que, en fait, il sait de quoi je veux parler. Voilà. Donc, alors, on va déjà commencer à parler de la fortune. Donc, on va commencer par la partie, on va dire, sujet à interprétation, subjective, mais je ne vais pas trembler du menton là-dessus, puisque c'est quelque chose, pas seulement auquel je crois, mais quelque chose qui s'est avéré être vrai, tangible. Et d'ailleurs, si vous avez senti aussi que, dans le discours que je vais faire, que c'est tangible, ben, n'hésitez pas à nous donner quelques témoignages, ça serait intéressant pour les autres. Voilà, le partage, tout ça. Donc, pour moi, la fortune, c'est en fait une croyance que j'ai, qui veut que toute personne porte un certain héritage de fortune dans son âme. C'est-à-dire une notion de courbe, de constante, de période de chance, de malchance, ou voire même qui affecte légèrement, que ce soit votre comportement, votre façon d'agir et ce genre de choses-là. Et dans le jeu de rôle, ça ne déroge pas à la règle, puisqu'en fait, certaines choses, certains éléments qui viennent de la fortune peuvent justement passer de votre personnage joueur, ou plutôt de votre joueur, à votre personnage. Voilà, c'était, prenons un exemple, je vais prendre un exemple beaucoup plus simple. Euh, admettons que votre personnage, admettons que votre personnage, vous l'avez créé avec une énorme backstory ou ce genre de choses-là. Quand on parle du fait que les gens racontent l'histoire de leur personnage et aussi leur performance, voilà, et qui bricolent le fait que ce sont le plus grand héros qu'on ait jamais vu, tout ça, forcément, le moment où il y aura un gros veto là-dessus, ça ne sera pas par le maître de jeu, ça sera par les dés. Parce que tout le monde peut raconter ce qu'il veut sur son personnage, c'est toujours ce qui se passe en partie, ou dans ce qu'on appellerait la grande campagne que constitue votre personnage, qui va dire justement de quoi il est vraiment capable ou pas. Pour le meilleur et pour le pire. Mais ce pire n'est pas le pire pour le joueur. Parce qu'en fait, on va y revenir assez souvent, échouer au jet, si vous faites des jets ou rater que vous entreprenez avec un personnage, ça raconte aussi quelque chose. C'est ça. Voilà, dépendamment du contexte. Donc, par exemple, imaginons que vous êtes quelqu'un qui voulait faire un personnage charismatique, puissant, qui plaît aussi. Je me mouille pas trop, je prends des exemples qui sont assez gros pour que vous voyez les ficelles. Ben en fait, il se peut que dans la fortune que vous avez, vous sentez que à chaque fois que vous essayez, et pas à cause de manque de confiance en soi, à chaque fois que vous essayez
d'expliquer ou de vous comporter de la manière de votre personnage, en fait, vous, dans la vraie vie, vous avez tendance à faire quelque chose qui vous compromet ou qui a tendance à susciter le rejet des autres. Parce que, bah, pour plein de raisons. Pas seulement parce que vous avez un manque de confiance en soi, mais aussi, par exemple, que vous avez une façon de penser qui ne plaît pas, parce que finalement, votre façon de vous exprimer donne parfois un tournant assez pragmatique. J'ai déjà vu ça, hein, des gens qui, en fait, disent des choses assez condescendantes et vient à ensuite dire que une autre personne est arrogante et ensuite il se fait méchamment se remettre à sa place parce que justement la personne qui amène tout ce discours finalement, eh ben, il n'est pas capable de calibrer, et aussi parce que la personne en face peut ne pas avoir compris à un instant T ce que vous avez voulu dire parce que vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Moi je considère que ça fait partie de la fortune. Quelqu'un qui a par exemple des problèmes des problèmes conflictuels avec son père ou sa mère, ah ben, il y a des gens qui ont tendance en fait à l'amener. C'est un petit peu la fortune, c'est aussi finalement à la fois un fardeau mais aussi un terreau fertile pour bien des artistes ou des personnes qui jouent au jeu de rôle, parce que en fait en se basant sur certains éléments qui reviennent dans sa vie, bizarrement, ah ben, ça a tendance à revenir, qu'on le veuille ou non. Après, c'est à vous de décider si vous la gardez ou pas et de contrôler et surtout de veiller au grain. Donc, la notion de fortune abrite vraiment ce qui finalement finit par vous suivre et qui, justement, viendrait potentiellement à impacter votre personnage, alors que votre personnage, en tout cas, en tout cas dans mes cas à moi, c'est pas, on va dire, c'est pas pertinent de dire dans le cas des personnages que vous projetez dedans, puisque je me projette pas dans mes personnages, j'incarne des rôles différents, très souvent. Donc du coup, il y a des choses qui reviennent quand même. Josué que vous avez ici présent, par exemple, a de nombreux problèmes. Je vous invite à voir la vidéo de présentation du joueur Jean, pas besoin d'en dire plus. Et donc du coup, ce qui a fini par se passer, c'est que justement son personnage a eu exactement les mêmes problèmes qu'il a dans la vraie vie. Pas besoin évidemment de les citer, puisqu'on les a déjà cités avant et on a éludé ce qu'on devait éluder. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui finit par vous suivre. C'est quand par exemple vous êtes vraiment nul dans une matière et que vous devez faire un jet, tout en sachant que vous avez par exemple un score relativement, voire même très élevé dans une compétence, ben que vous le ratiez systématiquement et que vous l'avez jamais réussi une fois, ben c'est une preuve de ça. Je vous donne mon exemple avec le fait que mes personnages, alors s'il y a bien un truc, une véritable matière avec laquelle j'ai un problème, c'est l'histoire. Pour des raisons purement personnelles, et aussi sur les raisons, sur en fait la notion sous-jacente qu'est l'histoire. L'histoire est-elle quelque chose de tangible comme les mathématiques? Ben non. Vous voyez ce que je veux dire par là? Après, bon, il y aura des historiens qui disent gna gna gna, hein. N'oubliez pas, hein, c'est les historiens qui viennent dire l'histoire est écrite par les vainqueurs. Est-ce que les vainqueurs sont nécessairement des gens honnêtes? Voilà, merci. Voilà. Voilà. Donc c'est de ça que je parle. Ah ben du coup, c'est tellement ancré, c'est tellement violent. Vous pouvez demander à Josué. Je n'ai jamais réussi un test de jet d'histoire. Peu importe le jeu, peu importe le jeu, peu importe la machin. Et le pire, c'est que 70% de mes jets, c'est des échecs critiques en histoire. Et c'est pas forcé de mauvaise volonté, hein. C'est vraiment, je me dis, je dois lancer un jet. C'est pas genre un moment où je me dis, ouais, non, mais il faut jeter un jet d'histoire parce que voilà. Non, je me dis toujours, comme je joue souvent PJMJ,
je dis il faut que je fasse preuve de distanciation. Mon personnage doit quand le mot histoire vient dans sa réflexion, il faut que je lance le dé. Et ça finit souvent par des échecs critiques. Mais il y a bien d'autres exemples. C'est comme Andrew que vous avez probablement vu sur un ancien live, qui justement, c'est un de mes joueurs, qui justement avait un problème d'acquisition conceptuelle. Avant, les joueurs disaient que c'était un terme que j'avais inventé qui était technique, en fait, alors que non, hein, problème d'acquisition conceptuelle. Voilà. On a eu du temps à comprendre où tu veux en venir, mais ah ben oui. Ça évolue dans d'autres domaines que l'idée. Voilà. Les gens croient que c'est un terme scientifique que j'ai inventé, que j'ai balancé au pif comme ça, voilà. Ah ben, il avait un gros problème, mais ce n'était pas... Il a ce problème de compréhension, pour vous expliquer un petit peu comment ça se solde, parce que ça mériterait une petite explication. Ça veut dire évidemment qu'il a des problèmes à acquérir des concepts, peu importe la forme du concept, hein, mais qu'il a du mal aussi à le faire sien. Normalement, quand vous apprenez quelque chose, vous pouvez en fait essayer d'extrapoler ce que vous apprenez pour chercher des pistes de réflexion. C'est justement quand on vous demande d'écrire des sujets d'études, c'est justement ce qu'on vous demande. Quand vous montrez quelque chose, que vous amenez une problématique sur un pan qui vous intéresse, que vous puissiez en parler, que vous puissiez y apporter une conclusion avec une question ouverte et aussi une petite opinion personnelle à la fin qui fait une phrase. Voilà. Et bien ça, pour ce joueur-là, c'était très compliqué. Mais, donc du coup, comme il ne pouvait aller qu'au bout de l'explication qui était totalement donnée, c'est-à-dire que on lui explique un morceau et on lui dit non mais il faut pas que tu en fait, quand il pense, pour expliquer, imaginons que ça c'est un mur, voilà, ben voilà, quand il y a le mur qui dit que en fait il a une information, voici la collision qui montre que c'est l'information, et du coup il ne peut pas passer au travers, il ne peut pas passer au-delà, il ne tourne qu'autour de l'explication qui a été faite, voilà. Peut-être que ça éveillera quelque chose chez vous, et vous dites ah mais peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça dans notre entourage en fait, voilà. Et ce qui est compliqué pour le JDR, en tout cas pour le JDR principal que je fais jouer, parce que c'est pas toujours pam pam boum boum je balance de la magie, même si c'est la spécialité des joueurs de faire ça. Bref, on va pas en parler plus que ça. Et de la même façon, il fait toujours des échecs sur des choses importantes, des échecs ou des réussites, en fait des échecs qui sont modérés, on va dire, où il se casse méchamment la gueule, et des réussites sur des choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire, un jour, le mec il a dit non mais j'en ai marre, je fais que des échecs critiques pour des trucs importants et que des réussites critiques pour des trucs nuls. Et en fait, il a dit la preuve, je vais prendre ma brosse à dents avec mon personnage, je vais me brosser des dents et vous allez voir que je vais faire une réussite critique. Il a fait une réussite extrême. Voilà. Donc, oui, ça, il y a pas mal d'autres cas. Hein. Il y a aussi le problème que, en fait, il y a eu un autre joueur qui, en fait, le problème c'est qu'à chaque fois qu'il veut faire des raccourcis, c'est-à-dire qu'il y a des théories ou des choses comme ça, hein, donc il a des théories, des mises en application, des pratiques, mais à partir du moment où il prend un truc à la légère, et c'est un truc qui n'est pas valable, évidemment, comme je l'ai dit, la notion de fortune va au-delà du JDR. Donc, à chaque fois qu'il prétend, en fait, savoir exactement, ou de connaître exactement un sujet pour pouvoir en parler, l'humilité revient à lui et lui fout une jolie claque dans la gueule. Voilà, n'est-ce pas, hein? Donc, c'est des choses magistraux. Voilà, j'en ai déjà parlé dans des vidéos où on me demandait, oui, quelle est la fois où j'ai le plus ri. Voilà. Il y a des tas, il y a des tas d'exemples. Après, on peut aussi parler, évidemment, de notre joueur qui, en fait, dans le JDR principal, en tout cas, et même dans les autres JDR, il a tendance à avoir des personnages qui atteignent un autre état d'existence assez vite. Parce que, justement, je pense qu'il est peut-être plus en phase
avec justement certaines choses et que le cœur de ce qui doit être compris est compris. Et ça aussi c'est bien. Donc la fortune, c'est pas en tout cas à mes yeux, c'est pas quelque chose d'intangible. Au contraire, c'est quelque chose de tangible. Et le truc qui est le plus intéressant, c'est que si je vous parle de hasard, je vous parle de chance, je vous parle de fortune, on va aussi parler des dés. Et le truc, c'est que les dés, ils ont tendance, en fait, que ce soit en réussite ou en échec, en réussite critique ou en échec critique, que ce soit des choses assez nuancées, à raconter quelque chose. Mais ce quelque chose à raconter, je pense aussi, en tout cas, là on va parler pas de la fortune au sens large, mais de la fortune vraiment dans son pan de JDR, je pense aussi que vouloir combattre sa propre nature pour ne pas imposer cette nature à son personnage, finit que le personnage finit par construire une propre nature et avec un minima justement de fortune. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Alors là, sur ce que tu viens de dire, non. J'aimerais que tu développes. Ah, c'est vrai que dans la prise précédente, je n'avais pas parlé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout que je me suis rendu compte, puisque je me joue jamais dans les JDR. Je joue jamais vraiment, sauf la quadrilogie du grimoire, toi-même tu sais. Le truc, c'est que en fait, il y a toujours une phase, quand tu interprètes ton personnage, tu as ce personnage-là que tu as créé, il a une base, il a peut-être pas d'historique, mais l'historique, on va dire qu'on s'en fout, parce que l'historique peut être invalidé par les actions futures. Et le truc qui finit par se passer, c'est que quand tu avances avec ce personnage-là, il y a des moments fluctuants où finalement, parce que tu penses avoir vu des automatismes de gameplay sur ton personnage que tu apprécies, eh ben, en fait, tu le joues avec ces mécaniques que tu as assimilées, mais que tu négliges l'interprétation de personnage. Et à ce moment-là, ta personnalité vient mettre son grain de sel et la fortune, elle s'applique normalement. Mais par contre, quand tu fais l'effort d'à la fois assimiler des connaissances et des règles et garder une distanciation, c'est ce que je fais sur tous mes personnages, tu gardes une certaine distanciation avec le personnage, et que tu arrives à un point où finalement tu n'es pas dans une phase de rejet de toi-même pour éviter qu'il se transpose dans le personnage, mais carrément que tu interprètes le personnage une fois que tu t'es assis et que tu as lancé la table, ah ben, ce qui finit par se produire ensuite, c'est que en fait le personnage développe sa propre fortune. Évidemment, l'absolu n'existant pas, il y a des traces, il y a forcément des traces, comme par exemple le jet d'histoire dont je vous ai parlé. Mais en tout cas, votre personnage, lui, il a un rapport à ce qui lui arrive, un rapport à son âme qui est différent. Donc, est-ce que c'est l'expression donner de l'âme à son personnage que d'essayer de faire une énorme distanciation, mais en même temps rester dans une espèce d'alchimie pour un personnage? Ah ben, en fait, je ne sais pas. Mais j'ai tendance à croire que je ne suis pas loin de la vérité. Mais il y a encore cette problématique qui dit que je ne crois pas trop en ça, mais je prends quand même la peine d'en parler. C'est des gens qui te disent que quand quelque part quand tu te détaches trop de ton personnage, c'est comme si en fait tu interprétais un autre rôle et en quelque part ça joue sur ta part de schizophrénie. Qu'est-ce que tu en penses maintenant que j'ai expliqué tout ça? Ça joue sur la part de schizophrénie. Donc c'est quand même extrême de dire ça. Je veux dire, en fait, j'avoue que si tu te détaches énormément, effectivement, tu peux interpréter ton personnage. En fait, tu peux interpréter ton personnage et prendre totalement une direction, la direction que tu as choisie ou une direction qui se construit au fil du temps est différente de la tienne dans la réalité. Donc, je trouve que dire que ça touche un petit peu à ce domaine-là, je trouve que c'est extrême. Mais je pense que les gens qui disent ça, en fait, ils oublient un paramètre qui est assez important. C'est qu'en fait, même moi qui mets de la distanciation pour mon personnage, les moments où je n'ai pas de distanciation avec mon personnage, c'est le moment où je suis assis, et j'écris une ellipse où j'essaie de voir le développement de mon personnage, et qu'en fait je me visualise
Je ferme les yeux, un peu comme si je méditais, hein, un peu comme mes méditations. Donc je ferme mes yeux, je médite, et du coup dans une salle complètement obscure, et avec une chaise ou un canapé où je suis assis, et à côté il y a le personnage, et on commence à avoir une discussion. C'est les seuls moments où je fais pas preuve de distanciation. Parce que ça me permet d'en savoir plus sur mon personnage. Mais les gens oublient un paramètre très important. Et je pense que c'est ce truc-là qui... Je pense que après avoir entendu deux, trois trucs sur la presse rôliste, enfin que la presse rôliste a fini par dire en matière de théorie sur le jeu de rôle, je pense que les gens oublient ou ne veulent pas admettre, en tout cas qui sont beaucoup investis dans le jeu de rôle, j'ai l'impression qu'il y a une part des rôlistes qui ne veulent pas admettre ce fait que le jeu de rôle c'est un jeu de société, en fait. Ce qui veut dire que même la personne la plus projetée, machin, si elle est terre à terre, et si finalement sa vision lui ramène finalement à ce qu'elle est en train de faire en ce moment, elle sait qu'elle est autour d'une table, en fait. Et rien que le fait de savoir qu'on est autour d'une table et que finalement, oui, dans notre imaginaire, on a une vision, mais on n'a pas tous la même vision, la vision n'est pas partagée, c'est ce qui fait la saveur du jeu de rôle. Les gens ne vivent pas la scène de manière pareille, et qu'il n'y a qu'eux qui peuvent vivre ça de leur propre manière à eux. C'est pour ça qu'un rôliste qui a une mauvaise mémoire, ou un rôliste qui oublie ce qu'il a fait comme partie de JDR, c'est une tristesse absolue. Parce que finalement, c'est comme... j'oserais le dire, hein, c'est comme brûler un livre ou brûler une bibliothèque. Parce que finalement, il n'y a que lui et ce qu'il se souvient qui est censé être important. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai une mémoire à long terme. C'est-à-dire que tu vas me demander une semaine après ce qu'on a fait dans la partie précédente, et je vais oublier des trucs ou je vais pas placer les trucs dans le bon ordre. Par contre, si ça remonte à un an, il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est chiant d'avoir une mémoire à long terme. Hein. Mais en fait, je crois que c'est une théorie. Bon, on va parler un petit peu de mémoire. Je ne me rappelle plus c'est quel scientifique français qui dit qu'il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire fluide et la mémoire cristalline. La mémoire fluide, c'est la mémoire qu'on garde et que finalement on n'arrive pas à garder trace. Et Ah, la mémoire à court terme, quoi. Non, la mémoire à court terme, c'est pas ça. Comment dire ça? La mémoire fluide, c'est une. En fait, pour t'expliquer, la mémoire fluide et la mémoire cristalline, c'est pas tant une mémoire à court et à long terme. Mais ça a un lien. Hein. C'est plutôt une approche qui explique que, en fait, la mémoire, c'est plus ou moins un muscle ou une espèce de fluide qui a un état solide et un état liquide, en fait. En fait, il faut imaginer. Comment expliquer ça? Il faut imaginer que, par exemple. Tu as par exemple de la lave et du coup la lave elle est visqueuse, liquide, appelle ça comme tu veux, et donc du coup elle a tendance à avoir une impulsion assez rapide, mais que finalement quand le courant devient trop fort, qu'il y a beaucoup trop d'éléments, tu finis par perdre ce fluide qui n'est pas constant. Et de l'autre côté tu as la forme solide et si tu veux tu peux même dire l'obsidienne, qui en fait est la chose qui finit par se stocker, se figer et rester gravé. Voilà. Et oui, ça a un lien avec le moyen à court et à long terme. Mais ils expliquent que cet état-là, dans la psyché de quelqu'un, peut se travailler. Voilà. Et ça remonte à... Désolé, ça remonte à tellement loin, je crois que ça remonte à 2012 quand j'ai entendu parler de cette théorie. Et du coup, ben, en fait... Quand tu es profondément terre à terre, en tout cas, pas forcément profondément, mais quand tu es terre à terre, tu sais que tu es autour d'une table, que tu auras qu'une expérience qui est la tienne, et que tu as le reste. Et justement, c'est ce qui me permet justement de pouvoir analyser, gérer, et même, par exemple, quand je prends des décisions de tablée, comme celle dont j'ai parlé dimanche, par exemple, que tu as vu, c'est dimanche ou samedi? Non, c'est samedi. Que tu as vu samedi, ben par exemple, c'est parce que je sais qu'est-ce qui s'est passé avant. Et que à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. Parce que si tu as souvenir de ce qui s'est passé, la question c'est est-ce que tu es capable de te faire violence pour empêcher que ça se reproduise?
Parce que souvent on te dit, gna gna gna, il faut regarder les erreurs du passé et les échecs du passé pour essayer de ne pas les reproduire. Oui, Sauf mais que, très peu de gens y arrivent vraiment, hein. voilà, parce que tout simplement, il y a aussi un problème de mémoire, il y a aussi un problème de conscience, il y a aussi un problème d'investissement et d'engagement. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai répondu de cette façon-là. Et c'est pour ça que je me comporterai en fonction de ce que j'ai, de ce qu'on a vécu. Donc tous ces éléments-là, pris en compte, ça va vous permettre en fait de regarder ce que vous allez faire avec ce personnage. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de jouer? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous êtes joué un petit peu trop? Parce que ça arrive hein, qu'il y a des joueurs, ils disent je veux jouer un personnage de la telle ou telle personnalité, et ça, on appelle ça le syndrome de Will Smith, hein, voilà. En tout cas, moi je l'appelle comme ça. Enfin non, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est des autres qui l'appellent comme ça, mais je préfère l'appeler comme ça pour que les gens comprennent. Après, Will Smith, il a pas une gimmick dans tous ses films, il en a au moins trois. Voilà. Mais on va parler de ça dans une vidéo qui est dédiée. Plus tard. Et donc, du coup, je pense que quand tu as une distanciation, non, je pense pas que ça joue sur ta part de schizophrénie. Et j'ai l'impression que les rôlistes n'aiment pas entendre dire que, en tout cas certains d'entre eux, ne veulent pas entendre que le jeu de rôle, c'est un jeu de société. Mais c'est ce que c'est. Oui, ça te permet de raconter des belles histoires, des histoires qui vous marqueront, des histoires qui vous ont plu, des choses mémorables. Mais il faut souvent ramener les choses à ce qu'elles sont. Et quand je dis ce qu'elles sont, c'est ce qu'elles sont factuellement. Voilà. Pour pouvoir le penser, un petit peu plus, pour pouvoir pousser une réflexion sur des angles, on va dire, beaucoup plus fantaisistes par la suite. Tu voulais dire un truc? Oui, je te disais, je pense qu'en quelque part, s'ils refusent d'accepter le jeu de rôle comme jeu de société, c'est qu'en quelque part pour eux, euh, le jeu de rôle il est beaucoup plus parce qu'ils peuvent ils peuvent s'investir mais différemment, tu vois. Il y a une histoire, il y a un contexte, il y a, ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus dedans que dans un jeu de société classique. Peut-être que c'est ça. Ouais, je pense que c'est un petit peu ça, mais je rajouterai encore un petit détail. Je pense aussi que c'est un petit peu dû aussi à, comment dire ça, à une volonté identitaire aussi. Ah oui, oui. Voilà. Après, évidemment, cette vision dont on est en train de parler là, elle est surtout, on va dire, française, au sens large, en fait. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Quand j'étudie des trucs aux États-Unis, c'est des mecs qui a fait des analyses de mécanique. Par exemple, là, on va jouer à Pathfinder. On va essayer de travailler petit actual play. Je n'en dis pas plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, je m'informe sur comment les gens pensent à jouer tel ou tel truc. Il y a des fois je suis d'accord, il y a des fois je suis pas d'accord, mais les théories américaines, on commence à les voir avec les arpenteurs holistiques. Vous aurez l'occasion de les voir. Bien. Donc ensuite, il y a la partie de la chance. Et à ce moment-là, je pense que c'était mon erreur dans les dernières vidéos. Enfin, dans la dernière prise que j'ai voulu faire par rapport à ça, c'est qu'en fait, je vais réexpliquer un truc qui est assez simple. Les gens, il y a des gens qui n'aiment pas les dés. Donc, je vais prendre les dés correspondants. Voilà, ils ont peur de ça. Donc, alors, on va un petit peu discuter de ce que sont les dés. Évidemment, c'est vecteur de hasard. Ça permet en fait de faire en sorte, comme explique pas mal de jeux de rôle, que votre personnage ne réussit pas tout le temps. Hein, voilà, n'est-ce pas? Je veux dire, vous voulez voir qu'est-ce que ça donne un jeu de rôle où il n'y a pas de mécanique pour pouvoir justement gérer l'évolution de certaines choses, pas forcément les dés. Lisez des histoires des gens qui font du RP Forum. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Parce que le RP Forum, le principe, il est quand même pas mal. Mais c'est pas le RP Forum le problème.
C'est les RPistes forum le problème. Et je dis RP forum, mais en fait ça s'étend à plus large. Tu peux aussi dire Discord aussi. Voilà. C'est des gens qui veulent raconter des histoires de personnages qui n'échouent jamais, qui sont toujours, qui ont toujours en fait des espèces d'engagement avec d'autres PNJ, mais des PNJ qu'ils ont décidé d'avoir autour d'eux, et qui refusent d'être faibles. Et qui, à mon goût aussi, de ce que j'ai lu, des gens diront, il y a toujours des gens qui veulent montrer, oui, mais non, mais de toutes les façons, peut-être que tu es tombé sur un mauvais forum. Sauf que tous les forums disent ça. Donc du coup, on fait comment? Je vous laisserai faire vos propres recherches. Allez-y, c'est très intéressant. Je n'ai pas de conseils et de trucs à vous donner. Je préfère sortir de ce truc-là. Et je vais rajouter une petite manchette bien simple. C'est la plupart des gens qui font du RP Forum ou qui ont commencé par le RP Forum, expliquer comment, en fait, à partir du moment où ils découvrent ce qu'est le JDR, ils finissent ensuite par justement se mettre au JDR. Évidemment, il y a toujours des saumons qui vont être contre-courant, c'est-à-dire, ah, mais il y a des éléments de jeu de rôle. Et si on mélangeait des éléments de jeu de rôle dans le RP Forum, et venait parler de sa popularité ensuite. Parce que moi j'ai vu ça. J'étais au contact de cette merde. Hein. Que voulez-vous? Mais en tout cas, essayons de définir, en tout cas avec les dés, qu'est-ce que le hasard que les gens prétendent voir. Alors évidemment, si on vous dit de vas-y, fais un jet de 1 à 9 sur un dé 100, donc voilà, je lance. Ça a fait 92. Bon, j'ai échoué, mais ce chiffre il vient d'où? Ah ben il vient de mon cul. Voilà, ça n'a aucun sens. Par contre, quand votre fiche vous dit que vous avez 47 et que vous avez un bonus de 3 et du coup ça fait 52, vous savez pourquoi vous devez lancer ce jet et vous savez quelles sont les proportions. On vous explique les paramètres. Et donc vous lancez les jets. Là ça a fait 89, ça a échoué. Parce que vous êtes allé au-dessus de la somme. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir où je veux en venir, c'est que dans le jeu de rôle, avec les dés en tout cas, le système de résolution et le système de jeu, donc le système de résolution c'est comment résout-on un conflit ou comment résout-on des conflits, parce que ça peut se régler de plusieurs formes, et le système de jeu c'est quelle est l'expérience que j'ai envie de faire vivre. On peut aussi amener la fiche perso dans l'équation. La fiche perso est celle qui détermine les performances de votre personnage. Si votre personnage a 98% d'intelligence et qu'il n'a pas de malus et qu'il lance les dés et que là ça fait 76, c'est réussi. Pourquoi ça réussit? C'est parce que votre personnage est compétent. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce que moi j'ai entendu des trucs. Hein. C'était quel truc qui disait... Ah oui, mais c'était un des rapporteurs holistiques où en fait c'est un rapporteur holistique numéro 1 qui va bientôt sortir si on réussit à sortir cette vidéo là, où en fait quelqu'un te disait ah oui mais en fait quand tu échoues il faut que tu saches, il faut que tu réfléchisses vraiment à pourquoi tu as échoué. Je vais être vulgaire, je vais être légèrement vulgaire, mais fils de pute, désolé de dire ça, mais fils de pute, t'as un score, t'as des malus, t'as une opposition, tu calcules, tu lances, 55, tu réussis ou tu échoues. C'est pas compliqué de comprendre pourquoi t'as réussi ou t'as échoué. Parce que finalement, ça finit par expliquer la mise en application de l'action ou de la réaction que tu vas faire. T'as pas besoin d'y réfléchir. Il y a un truc sur lequel tu peux réfléchir, évidemment. Mais, du coup... Tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. C'est quoi cette excuse de sac pour ne pas admettre? Et puis le pire, c'est que le gars te dit, il faut admettre que tu échoues tes jets, mais il te pose la question, pourquoi tu dois réfléchir à pourquoi tu as échoué. Espèce de con. Désolé, mais là, je vais me lâcher un petit peu. Je te comprends, parce que en fait, moi, l'impression que j'avais quand j'avais tous ces passages-là, j'avais l'impression que lui, il disait ça, mais qu'au fond, il ne voulait pas admettre quelque part, si tu réfléchis, enfin, tu vois, le fait de dire je réfléchis que j'ai échoué,
C'est dans le sens que lui, il veut pas admettre que l'échec, ça n'intéresse pas. Tu vois? Exactement. L'échec, c'était l'anti-jeu pour lui. Mais de toutes les façons, on a vu que le gars qui a écrit l'article ne tolère pas l'échec. Ou ne tolère pas le moindre truc qui ne va pas dans son sens. Et que son discours était orienté pour MJ. Là, on est en train de vous teaser doucement, voilà, à feu doux, le truc sur la reporter holistique. Mais voilà. Je suis désolé, vous avez des caractéristiques. Ça aurait été un système de points. C'est-à-dire que par exemple, admettons, vous avez 2d6. Je lance les 2d6. On s'en fout du résultat. Mais vous avez un système de caractéristiques. Et que les caractéristiques, vous avez un certain score à faire pour réussir certains trucs. Mais que en fait, vous avez une espèce de système, vous connaissez sûrement ce genre de jeu pour ceux qui sont des vétérans, où vous avez des caractéristiques, et pour résoudre le conflit, il faut que vous ayez la caractéristique annoncée ou au-dessus. Et du coup, admettons par exemple que là, j'ai 53, parce que j'ai le résultat sous les yeux. Et que en fait, il vous faut par exemple, je sais pas moi, plus de 60. Et que chaque point sur les dés, là j'ai fait 11, chaque point équivaut à 5 points de plus. Bah tu dépenses le truc en conséquence, et les points que tu dépenses vont du côté du MJ qui pourront lui servir à augmenter la difficulté de quelque chose. C'est un système de résolution. Et c'est un système de jeu. C'est pour montrer que les personnages, ils sont talentueux, et c'est une manière aussi de montrer qu'ils ne sont pas capables de fournir le même effort, la même concentration, ou de tout réussir. Et ce truc-là aussi, ça peut ne pas être du hasard, mais par contre, quand tu es en face, est-ce que tu es censé voir tous les éléments qui sont pris en compte là-dedans? Est-ce que le MJ ou le joueur est obligé ou doit savoir, ou même sait, quelle est la difficulté qu'il va rencontrer? Ah ben justement, c'est ça qui fait toute la finesse de ce genre de système. C'est qu'en fait, déjà, le MJ doit calibrer certains éléments, mais il doit aussi savoir donner des points. Enfin, il y a des fois même les joueurs peuvent se donner des points entre eux pour faire le change, et que justement, le maître de jeu aussi doit donner des points, il doit céder des points, voire même les utiliser comme éléments d'opposition, pour pouvoir créer le truc. Mais encore une fois, le hasard peut avoir différents noms, différentes facettes. Et la question n'est jamais de savoir pourquoi vous avez échoué. Par contre, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et c'est pas pareil. Quelqu'un qui a fait un jet et on lui dit, quelqu'un va survivre, enfin, vous allez réussir à stabiliser quelqu'un sinon il meurt. Vous lancez les dés, vous avez fait 41, vous avez réussi. Mais si vous échouez, ben, c'est un échec. Pourquoi vous avez échoué? Ben, parce que finalement, vous n'étiez pas à la hauteur de vos performances par rapport à vis-à-vis de ce que vous avez fait. Et ça arrive aux gens de ne pas être à la hauteur de vos performances. Est-ce que tout le monde est constant dans ce qu'il fait? Voilà. Pour vous montrer où je veux en venir, si vous avez des artistes, il y a souvent des artistes, des comédiens de stand-up qui font des spectacles. Regardez son spectacle et sa version collector ou sa version finale, en fait sa dernière prestation de ce spectacle-là. Vous verrez que la performance n'est pas la même. Et par exemple, pas mal de comédiens français dont j'ai regardé la dernière représentation étaient plus mauvaises que celles enregistrées en DVD. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Cette prestation-là, elle est bel et bien plausible. Mais par contre, que je vous dis, qu'est-ce que vous avez fait de travers? Par exemple, on vous dit de ne pas essayer ne mets pas ta main sur la dalle en forme de soleil sous peine de se prendre un rayon solaire qui va te brûler alors que tu es un demi-vampire, et que c'est un temple qui, justement, en quelque part, au début, c'est des gens qui vénéraient des vampires en tant que seigneurs immortels, mais que progressivement, ils se sont retournés contre eux, ils sont devenus des espèces de, on va dire, allez, des espèces de templiers, voilà. L'histoire complètement bricolée, donc allez-y, c'est gratuit. Ben, si tu mets ta main en forme de soleil et que t'es demi-vampire, ben oui, tu vas prendre cher dans ta gueule. Parce que tu as mis ta main dessus, en fait. Ou bien on te dit, ne va pas dans une ruelle. Josué voit très bien où je vais en venir. Ne va pas dans une ruelle, c'est dangereux, il peut se passer des trucs. Et par notion, parce que tu es une espèce de connard contestataire, ou bien, que sais-je, hein,
que tu te dis, bon, ben, je vais peut-être, je vais montrer que je suis peut-être plus fort que les menaces qu'il y a en face, ah ben, tu te fais défoncer. Et tu demandes à l'aide. Alors que, voilà, les autres ne t'ont pas suivi parce qu'ils en ont marre de tes conneries, en fait. Ah ben voilà. Ah, mon Dieu, c'était Il y a, grave. il y a les échecs et il y a les erreurs. Et effectivement, tu peux faire des erreurs, mais même les erreurs, quand tu échoues à un truc et que le truc il était flagrant, par exemple, on te dit, ça arrive souvent quand des joueurs ils veulent essayer de faire un truc qui ne sont pas spécialisés, ils essaient de faire des réflexions et puis en fait ils se disent ah mais si c'était ça et en fait ils essaient, il y a des joueurs qui essaient en fait de regarder la réaction des MJ pour savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Alors moi maintenant, je suis quelqu'un où je commence à être tordu. Voilà, c'est-à-dire que je fais comme si je ne sais rien, ou que je laisse passer un sentiment, mais c'est pas, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Et puis en fait, je lui dis, tu veux faire ça? Tu valides en fait. Et du coup, comme il dit qu'il valide son action, ah ben, il peut pas faire marche arrière. Et je lui dis, fais un jet de 1 à 1 sur D100. Tu sais que je faisais souvent ça, moi. Ah ben, mais c'est pour ça que j'en parle aussi. Voilà. Et donc du coup, le gars il lance, et il échoue. Et il échoue mal. Parce qu'il s'est pris plein la gueule. Et il y a aussi des cas où évidemment tu ne pouvais pas savoir que le score était aussi bas et que malheureusement tu es confronté à un certain problème. Voilà. Vous voyez, là, ce qu'on appellerait la chance, cette chance entre guillemets, elle a quand même des points de règle qui sont fixés. Et à tous les gens qui te disent ah là là, selon l'angle du dé, les gens peuvent vérifier, le hasard n'existe pas, regarde la position du dé, la forme polyédrale, nanana. Alors, je vais te montrer un truc, la personne qui pense ça. Ceci est une main humaine. Est-ce que toutes les mains humaines se ressemblent? Est-ce qu'ils ont les muscles du même volume? La réponse est non. Voilà. Donc quand quelqu'un va lancer les dés, quand tu vas le faire secouer dans tes mains, est-ce que ça aura la même réaction? La réponse est non. Parce que, en fait, je vais t'expliquer un truc. Quand quelque chose est sous genre organique, des gens pourront dire qu'il y a des notions mathématiques ou pas, il n'en demeure pas moins que quand tu secoues et que tu lances les dés, le résultat et les possibilités sont ce qu'elles sont. Et même si je crois, parce que là on parlait des croyances avant, que évidemment on influe là-dessus par notre existence, il n'en demeure pas moins qu'un dé, mis à part le fait qu'il soit truqué, eh ben, du coup, il fait son office normalement. Voilà. Et quand tu vois que tu es en face et puis que par exemple, tu vois quelqu'un lancer le dé et que le dé n'a même pas fini de rouler, il te dit le résultat, tu sais que c'est un escroc. Quand tu vois qu'il lance les dés de façon suspecte, de façon à ce qu'il... Oula. Voilà. De façon à ce qu'il... justement, à ce que les dés tombent complètement à plat, tu sais que c'est un truc... Au moindre mouvement suspect des mains, les joueurs et les MJ se sentiront qu'il y a un truc qui ne va pas, s'ils vous regardent. Et d'ailleurs, ça arrive, c'est un des sujets qui revient le plus souvent chez les débutants de jeux de rôle ou les tablés qui sont jeunes, c'est... Il y a un joueur qui triche, mais je ne sais pas si je devrais le dire au maître de jeu ou si je devrais dire au joueur d'arrêter. Parce qu'on est dans une activité sociale et on a aussi un contrat social. Voilà. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de s'inventer des trucs. Même si vous ne croyez pas à la notion de fortune. Encore une fois, je n'impose rien. Je dis juste que on a décidé de faire vraiment cool. Là, en plus, c'est 43 minutes. Donc, ça va être un peu compliqué. On n'a pas parlé de tout ce qu'on pouvait raconter. Parce qu'on a vu des masses de trucs arriver. Mais en vrai, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Et on vous forcera jamais à y croire. Josué, est-ce que tu y crois à cette notion de fortune? Toi qui as vu ça à pleine reprise. Personnellement, oui. Mais moi, c'est... Tu y crois parce que tu y croyais à la base ou tu y crois parce que tu l'as vu à notre table et à un extérieur en même temps? Les deux. Mais différemment. On va dire qu'avant, oui, mais c'était par rapport au fait qu'avant j'étais un religieux et que par la suite, de réflexion et suite au parti, j'ai commencé à y croire, mais d'une autre manière. Je sais pas comment expliquer ça.
Voilà. En tout cas, oui, c'est juste que le cheminement, en fait, la façon dont je comprenais la fortune a changé entre-temps. Voilà. Ben voilà. Et on vous force pas à y croire à ces trucs. Mais en tout cas, que vous y croyez ou non, vous croyez quand même au fait que quand vous lancez un dé et que vous avez acheté un dé 20, ben du coup que vous avez en fait une notion équilibrée pour que toutes les facettes finissent par se rencontrer. Vous voyez où je veux en venir. C'est de ça qu'on parle en fait. Ben, quand vous regardez ensuite tous ces éléments, vous voyez que ce soit avec des dés, des cartes ou ce genre de choses-là, il y a le système de jeu avec l'expérience que le créateur du jeu de rôle ou les créateurs du jeu de rôle veulent vous raconter, les moyens procédés, donc ça c'est le système de jeu, la résolution ou les résolutions de conflits vis-à-vis du système, et évidemment il y a aussi cette alchimie avec la fiche perso qui raconte quelque chose de vous, parce que par exemple regardons Pathfinder, tu ne crées pas un monstre du bestiaire de la même manière que tu crées un personnage. Et par exemple, tu peux avoir un orc du bestiaire, tout comme tu peux avoir un orc dans le système de création de personnage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut te raconter que tu es soit quelqu'un de spécial, soit quelqu'un qui va avoir de profonds changements. Voilà, il faut souligner cette espèce d'individualité que possèdent vos personnages. C'est de ça qu'on parle. Et du coup, il y a aussi l'alchimie avec l'univers. Et donc, du coup, pour ceux qui n'aiment pas les dés, parce que j'avais été assez salé dans la prise précédente, donc je préfère finir avec ça tout de suite. Pour ceux qui n'aiment pas les dés, donnez des raisons bidons de ne pas aimer les dés. Parce qu'au moins, on sait que vous plaisantez. Parce que, en fait, je vais vous expliquer, et je pense que c'est ça qui va nous permettre de conclure, j'ai vu une vidéo, enfin pas une vidéo, mais en tout cas j'ai entendu des dires d'une théorie d'une personne qui disait, en fait, quand tu lances les dés, l'action se suspend, et donc du coup tu ne joues pas. Alors, je sens déjà que mon petit bide, il commence à s'enflammer, donc on va un petit peu se calmer. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide sur le jeu de rôle. Faire du bruit derrière le paravent, je suis pas du genre à insulter les morts, donc je ne vais pas insulter Gygax. Mais voilà, faire du bruit derrière, les dés sont pour faire du bruit derrière le paravent, c'est faux. Voilà. Seulement si tu es une espèce de connard de gars qui se prend pour un réalisateur frustré et qui justement n'a aucun public et que tu veux que les gens soient en fait des acteurs mais en même temps des spectateurs. Voilà, en gros un escroc. Voilà. Quand tu veux totalement diriger l'action, c'est-à-dire tu veux totalement faire en sorte que toutes les choses qui se passent dans le jeu soient dirigées. Voilà, c'est ça. Et que tu arrives au point où en fait tu magnifies les échecs des autres parce que ça t'arrange, mais que tu relativises leur réussite parce que ça t'arrange. Voilà. Et ça peut être vicieux parce que, imaginons que NJ n'aime pas spécialement un joueur ou que du coup il n'aime pas spécialement sa façon de réfléchir. Ah bah qu'est-ce que tu crois qui va se passer, Josué? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, voilà, donc, et du coup, de l'autre côté, voilà, il y a aussi la phrase qui est, en fait, un plan ne fonctionne qu'à partir du moment où tu le lances, jusqu'au moment où tu... En fait, c'est quoi? C'est un plan n'est parfait que jusqu'au moment où tu lances les dés. Eh ben, tu vois, ce genre de phrase-là, c'est un aveu, je dis bien, c'est un aveu que, en fait, le jeu de rôle n'est pas pour vous, en fait. Que vous voulez que tout se passe sur des roulettes. Eh ben, vous savez quoi? Ouvrez un livre, enfin, pas ouvrez un livre, ouvrez un cahier, voilà, avec, allez, je vais vous le montrer. Voilà, ouvrez un cahier avec une jolie reliure, mettez-lui avec un feutre Molotov le livre des rêves, et vous écrivez toutes les fantasmes que vous aviez envie, et faites-en des livres jusqu'à ce que vous en mouriez. Mais ne les publiez pas, parce que les gens n'en ont rien à foutre de ce que vous rêvez. Et je dis ça avec énormément de révérence. À un moment, les gens se sont réunis autour d'une table pour vivre une aventure et raconter une histoire. C'est un jeu de société, il ne faut pas l'oublier.
Mais il y a quelque chose de magique qui finit par se passer avec le jeu de rôle et qui justement vous permet en fait de raconter une histoire ensemble, de la vivre de manière différente tout en étant à la table, mais que votre ressenti mutuel finit par affecter les autres. C'est un grand pouvoir et que ne possède pas le MJ de base, que possèdent toutes les personnes autour de la table, ce que certains MJ de ce genre-là oublient. Et donc, vous enlevez tout ce qu'il y a de spécial et de magique dans le jeu de rôle, et voire même vous finissez par trahir ça en plus de vos joueurs. Jusqu'à quel point vous n'avez pas de dignité en fait, ou que vous n'avez pas de race. À ne pas confondre avec les gens qui font des scénarios dirigistes, parce que justement il y a un délai à respecter et que justement les joueurs veulent avoir un scénario assez dirigé parce que c'est aussi leur trip. Parce que à ce moment-là, le contrat social voudra qu'il n'y a pas de problème en fait. Mais au bout d'un moment, réveillez-vous. C'est une grosse trahison du contrat social. Mais on va revenir à notre chère personne qui avait dit ça. C'est une théorie, hein, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi débile. Alors je vais vous expliquer. Je vais lancer les dés. Josué. Admettons que ton personnage a 49% de chance de soigner quelqu'un. Ok. Comment fait-il pour savoir s'il réussit ou pas? Ben, il ne sait pas si on ne lance pas le dé. Voilà, n'est-ce pas? Parce Lancer... que, en fait, Vas-y. tu sais, je pense que ceux qui pensent ça aussi oublient qu'on ne peut pas déterminer à l'avance l'action d'un joueur, c'est-à-dire d'un personnage, c'est-à-dire s'il échoue ou s'il réussit. Il y a des systèmes Parce qui que- fonctionnent comme ça. En fait, si tu veux, il y a des systèmes qui fonctionnent où en fait on te dit, si tu réussis... Je ne comprends pas dans quel sens tu le dis, mais il y a vraiment des jeux, je crois que c'est Tranchon et Tracon, les gens me confirment en commentaire peut-être, c'est quand on te dit si tu réussis, il va se passer ça, si tu échoues, il va se passer ça. Ah, ok. Mais continue. En fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que contrairement à un jeu vidéo où tu vois ce que tu es en train de faire, donc du coup ton personnage c'est lui qui fait l'action, dans Mhm. le jeu de rôle, si tu ne lances pas le dé, ben, tu sais pas ce qui se passe en fait. Toi tu vas être bloqué. Tu peux pas juger le pourcentage de réussite ou d'échec comme ça, tu vois. Voilà, et je vais répondre un truc, parce que mon but n'est pas de dire, parce que je sais pas si, de toute façon c'est pas exclu que quelqu'un a cette théorie-là aussi, hein, et qui voit la vidéo. Je ne vous déteste pas personnellement, je dis juste que ce que vous pensez là est stupide. Un jeu de rôle, pourquoi y a-t-il besoin d'un système de résolution? C'est parce qu'il faut résoudre un conflit. Et comment on résout un conflit ou quelque chose? Il nous faut un exécutable. Un dé, c'est un exécutable. Un système de points, c'est un exécutable. Des cartes, c'est un exécutable. Que vous faites une comparaison de caractéristiques et que vous voyez qu'est-ce qui est plus grand que l'autre, la réponse est un exécutable. Un jeu de rôle ne fonctionne pas sans exécutable. Donc c'est débile. À la limite, c'est pour ça que je disais au départ, si vous n'aimez pas les dés, donnez une raison stupide parce qu'au moins on saura que vous plaisantiez. Parce que tu peux ne pas aimer les dés. Personne ne t'empêche de ne pas, personne ne t'empêche de pas aimer les dés. Mais au moins, essaie d'être cohérent avec toi-même 2 secondes. Comment tu fais pour quand tu lances, tu as un certain pourcentage que tu réussis? Ben, c'est ton exécutable qui te le dit. Comment on fait pour savoir justement que ton personnage, finalement, l'application des malus qu'il possède, finissent par entraver sa réussite? Il faut appliquer le malus dans le calcul et ensuite l'exécuter. Voilà. Tu sais, j'ai un autre truc qui me vient en tête là. Vas-y. Je pense aussi que ceux qui n'aiment pas l'idée, je pense que s'ils n'aiment pas l'idée aussi, c'est surtout parce qu'ils ont l'impression que l'idée leur empêche, leur retire une partie de leur responsabilité en tant que joueur par rapport au personnage.
un peu comme les personnes qui disent qu'ils veulent pas, comment dire, un peu comme s'ils ont l'impression que dans la réalité, en fait, dans la vraie vie, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que s'ils échouent, c'est franchement parce qu'ils n'ont pas eu de chance, mais que les dés, eux, en fait, ils ont toujours l'impression que de toutes les façons, ils n'auront pas de chance ou de toutes les façons, le dé empêche telle ou telle chose. Je sais pas. Oui, mais on l'a vu de toutes les façons. Mais on en avait parlé dans la prise précédente, et du coup, je vais essayer de me tempérer par rapport aux autres fois. Ouais. Je pense que les gens qui n'aiment pas les dés et qui présentent ça, ce ne sont pas tant forcément que des mauvais perdants, parce qu'ils peuvent être aussi des mauvais perdants. Mais c'est surtout des gens qui ne veulent pas, en fait, montrer une quelconque forme de faiblesse que ce soit. Aussi. Gros complexe d'infériorité. Attention, je ne veux pas dire que tous les gens qui détestent les dés ont un complexe d'infériorité. Je dis juste que ceux qui ne les tolèrent vraiment pas et qui cherchent des excuses bidons, c'est des mauvais perdants. Quand mes personnages sont morts, parce que j'ai eu des personnages qui sont morts, quand mes personnages sont morts, est-ce que j'ai critiqué les dés? Ben non, il y avait un jet de survie à faire, je l'ai raté. Je connaissais la constitution de mon personnage, la constitution c'est la résistance de mon personnage. Il est mort, il est mort. Voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Parce que souvent, quand on parle de la fortune et de la chance, quand on parle du hasard, le premier mot qui revient dans le jeu de rôle, c'est les dés, parce qu'ils ont une forme géniale, les gens les collectionnent, ce genre de choses-là. Mais on va revenir encore pour conclure là-dessus. C'est aussi le fait que souvent, ces gens-là, tu as dit qu'il y a des gens qui disent que les dés vont empêcher de faire des choses et que de toutes les façons, ils vont échouer. C'est bien ça que tu avais dit. Oui. Ben, bizarrement, hein, mais quand ils réussissent pendant, par exemple, toute une session, ils ne ratent pas un seul jet de dés, bizarrement, on les entend plus, hein, ces gens-là. Ce qui magnifie encore plus le fait que, voilà, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais j'ai préféré parler des dés parce que c'est les dés qui ont le plus été pointés du doigt. Mais vous savez quoi? Avec ce genre de cas-là, de mauvais perdants, de gens qui disent ouais, mais de toutes les façons, c'est de la faute de ceci, c'est la faute de cela. Si c'est pas les dés, c'est les cartes. Si c'est pas les cartes, par exemple, dans les systèmes de points. Si c'est pas les, si c'est le système de points, ils vont dire ouais, mais le joueur, il y a un joueur, il aurait pu me donner un point pour que je puisse réussir mon action, mais il ne l'a pas fait. Et que du coup, il aurait dû me le donner. Et puis ils vont lui dire, et puis après, l'autre gars, il va lui dire ouais, mais en fait, il me restait un point. Je n'ai fait que donner aux gens, et j'en ai utilisé un pour moi, et il m'en reste un. Ah ouais, mais je veux pas le savoir. Parce qu'il faut qu'on réussisse le scénario. Voilà, il y a toujours ce... En fait, c'est aussi un problème d'ego. Voilà. Donc en tout cas, cette théorie-là, c'est ce qui m'a motivé, d'une part, à inviter Josué, mais aussi à venir parler de la fortune et de la chance numéro 2. Donc maintenant, on va arriver à la conclusion. Donc, comme conclusion, toi, tu voudrais dire quoi comme conclusion sur tout ce qu'on a parlé sur la vidéo? Moi, ce que j'ai envie de retenir, en fait, ce que j'ai envie de dire surtout, et que je n'ai pas dit de toute façon dans la vidéo, c'est surtout que la fortune, c'est pas quelque chose, comme tu dis, c'est quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose que tout le monde va forcément accepter, mais que je pense qu'il existe vraiment, parce que tu le vois à travers la partie, tu le vois à travers tes décisions. La chance est non plus quelque chose que tu ne peux pas, enfin, on ne peut pas décider d'avoir de la chance ou non, c'est quelque chose qui vient de pas là. Eh ben ouais, hein. En fait, ce qu'il faut surtout retenir en tant que joueur, c'est que comment tu peux jeter ou quand tu joues tout court, il faut accepter le moment où tu réussis et le moment où tu échoues. Parce que dans le moment où tu échoues, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer une autre histoire. Peut-être pas celle que tu as envie de raconter, mais ça, il se passe quand même une autre histoire. Donc tu vois une nouvelle porte. Et quand tu réussis, ben, tu réussis ce que tu fais, donc tu avances. En fait, dans les deux cas, tu avances en fait. C'est juste que tu n'avances pas dans la même direction. Mais en fait, il faut pas voir
c'est comme une fin en soi, mais comme une forme d'opportunité différente, tu vois. Ok. C'est tout? Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et ce qu'il a dit est très pertinent. Et l'autre partie qui est très technique va être très très important. Donc le moment où vous devriez écouter, c'est maintenant. J'ai défendu les exécutables. Parce que les systèmes de résolution, c'est un système de résolution comme un autre. Par contre, il y a une autre facette que j'ai préféré parler au final, en conclusion, c'est aussi que les systèmes de jeu peuvent avoir une notion d'échelle dans l'utilisation des dés qui est différente. Par exemple, dans Warhammer, quand vous commencez avec certaines caracs, vous commencez avec 30 dans une carac. 30%, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Que vous décidiez en fait de faire l'expérience, donc est-ce que votre personnage il est mortel ou pas, est-ce que vous jouez un personnage surpuissant, ce genre de choses là. En fait, le système de jeu va te dire quelle expérience tu vas vouloir mettre en place, et la fiche va te dire exactement ce que tu es. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est l'exécutable qu'on doit pointer du doigt si jamais vous trouvez un jeu trop dur alors que c'est l'expérience? Et est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui est, et ça on l'oublie assez souvent, c'est ce qui est dit dans l'avant-propos, est-ce que vous pensez que ça se reflète dans toutes les facettes possibles? Système de jeu, système de résolution, univers, et évidemment fiche perso. Il peut y avoir des dysfonctions ou des décalages. Ça, je ne le nie pas. Par contre, les exécutants, c'est-à-dire les cartes, les dés, les systèmes de points, tout ça, en fait, c'est ce que tu en fais. C'est un outil, en fait. Critiquer l'outil, c'est critiquer potentiellement et surtout un aveu, amener surtout un aveu de maladresse, ou voire même un aveu de faiblesse de la part de celui qui va l'utiliser. Ça et rien d'autre. Donc, la conclusion que je pourrais donner et le conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent créer du JDR ou justement essayer de regarder quel système lui est le plus approprié, c'est lisez l'avant-propos, très important. On l'oublie assez souvent, mais normalement l'avant-propos c'est ce qui est censé expliquer ce que vous allez faire et aussi l'introduction. Lisez l'avant-propos et l'introduction. Lisez aussi les différentes façons de résoudre un conflit et comment se pose la création d'une fiche de personnage et en fait essayez, même quand vous êtes maître de jeu, de créer un personnage pour savoir comment les personnages potentiellement commencent pour ensuite avoir une meilleure opinion. Mais par pitié, ne critiquez pas les outils, surtout pas, vous respectez-vous enfin. Donc je pense que c'est ma conclusion. Et mon autre conclusion sur la fortune et la chance, c'est qu'on a vu, que ce soit subjectif ou objectivement, que ce soit des croyances ou que ce soit des choses appliquées, la plupart du temps, cette tentative de diaboliser certains systèmes de jeu parce que oui, ils ont un truc que vous n'aimez pas, vient tout simplement du fait de manque d'analyse de ce que vous êtes en train de jouer. Et c'est vrai que bon, quand vous avez un jeu vidéo, c'est interactif, vous installez, vous faites 40 gigas de téléchargement, vous lancez un jeu, et puis oui, il peut pas vous plaire. Mais du coup, au moins vous avez le truc, vous avez les paramètres à gérer, vous avez les seuls paramètres que vous avez à gérer, c'est les graphismes. Et les paramètres des touches. Mais en vrai, finalement, vous n'avez pas grand travail à faire. Mais dans l'ensemble, le jeu de rôle, et même l'interprétation d'un jeu de rôle spécifique, que ce soit by the book ou même en prenant certaines libertés, l'expérience que vous voulez en faire et ce que vous voulez en faire avec les joueurs et ce que vous voulez faire vivre autour de la table, il faut avoir une vue d'ensemble. Et que la pire erreur que vous puissiez faire, c'est critiquer un outil. Parce que le jeu de rôle, c'est pas un outil. Le jeu de rôle, c'est... On peut presque dire une matrice finalement, en quelque part. Ouais. Ouais, on est d'accord. Non mais je pensais que je m'étais trompé sur le mot, mais c'est bien ça. Le jeu de rôle, c'est une matrice, mais c'est pas un outil.
Donc essayez de faire la différence. Bref, ma conclusion, je pense qu'elle tient à ça. Évidemment, bon, on a parlé aussi des mauvais perdants. Bon, évidemment qu'on allait en parler. Je pense que je peux pas en faire une vidéo sur les mauvais perdants. Parce que les mauvais perdants, leur place est en dehors de la table. Voilà. Ou les... C'est plutôt un problème lié à leur expérience de vie tout court. C'est même pas seulement le jeu, tu vois. Ah oui, non mais n'en parlons même pas. Hein. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, plus que jamais, surtout dans cette période de crise, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je parle pas par rapport à la monétisation, mais à la visibilité. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez des arguments constructifs, mettez un pouce en bas. Hein. Ne mettez pas un pouce en bas et barrez-vous comme un malpropre. Respectez-vous, encore une fois. Ah, je suis salé. Je suis salé. J'ai parlé de cette théorie, ça m'a rendu salé vers la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre la cloche. Après, pour la cloche, je comprendrais que les gens n'aient pas spécialement envie de mettre la cloche. Mais je voudrais vraiment que vous mettiez la cloche pour être au courant des dernières vidéos. On était en train de refaire cette vidéo-là, c'est pour ça que j'ai tardé à poster d'autres vidéos sur le jeu de rôle. Après, on va parler de la rétrospective. Je vous dis les vidéos qui sont à l'avance parce que je les ai déjà de près. Il y a la rétrospective sur ma tablette qui est un petit peu détente avec l'autre joueur, donc Andrew. Donc, on a la rétrospective de ma tablette, on a parlé un petit peu de bonnes et mauvaises choses. On va dire un petit peu maladroitement au début et puis après ça va un petit peu plus calmement. Donc moi je pense pas que je vais la refaire parce que on va peut-être faire une rétrospective beaucoup plus tard ou beaucoup plus loin après. Ensuite, au programme, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va aussi parler, on va aussi faire la vidéo, on va aussi poster la vidéo de l'arpenteur holistique, le premier arpenteur holistique, découpé en 4 parties d'1 heure. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc vraiment restez à l'affût. Je ne vais pas tous les balancer en même temps, c'est pas possible. Et ensuite, je vais aussi balancer l'arpenteur holistique numéro 2, où on va parler d'un truc qui là, en fait, il tient vraiment sur 1 heure et qui parle d'une méthode. Je n'en dirai pas plus. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. À tous.